avec moi. Et ensemble, nous explorons l'exposition que j'ai co-curée pour la British Library à Londres l'année dernière. Et je vous explique comment ça a marché et je vous montre des choses intéressantes, j'espère. Okay. Ok. Le titre, Comics Unmasked, démasqué, révélé. Art and Anarchy, Anarchie in the UK. C'est un titre un peu provocateur, librement. Je vais expliquer un peu parce que il y a en 2012 que moi et mon procurateur John Harris Dunning, nous avons approché le British Library parce que nous savons qu'ils ont fait la collection la plus grande de bandes dessinées britanniques dans le Royaume-Uni. Parce que c'est une bibliothèque de dépôt, c'est exactement comme la Bibliothèque nationale ici en France. Mais la British Library n'a jamais fait aucune expo ou manifestation, aucune animation au sujet de la bande dessinée. Ce n'est pas vraiment un snobisme de la bande dessinée, mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas parmi leur équipe quelqu'un qui s'intéresse, qui connaisse assez pour faire quelque chose. En fait. Parce que vous devez comprendre que la plupart du temps, presque tous les expos dans le British Library sont curés, conseillés par les employés, les spécialistes qui travaillent pour la British Library. C'est ainsi que nous arrivons, peut-être nous sommes en fait geeks for hire, nous sommes des fanatiques obsédés à employer, nous sommes disponibles, voilà, et je pourrais vous aider à développer un projet. Et en fait, bien sûr, l'année dernière, comme vous savez, c'est le centenaire du la Grande Guerre, et le British Library a un projet pour un expo énorme sur ça, mais au dernier moment, il a pensé que il y a peut-être trop d'expos, trop de projets sur ce sujet, et peut-être que nous pourrons faire quelque chose d'intéressant avec la bande dessinée. Nous avons de la chance. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps parce que ça c'est moins de 2 ans avant l'ouverture. L'ouverture c'est le 3 mai l'année dernière. Et je vous explique que le British Library a un espace énorme. Si je vous montre en fait. Voilà. Ça marche, j'espère. Oh non, oh, attends, je manque. Il y a toute cette technologie, mais je manque. Voilà, quelque chose de vraiment spécial. Voilà, et avec ça, j'espère que ça marche bien. Oui, voilà. C'est un peu petit, mais tu peux voir que c'est un complexe énorme. Tu vois aussi que. En fait, c'est ça, c'est la première, je crois. Oui, c'est la première. Oui, et bien sûr, dans ça, il y a beaucoup de salles de lecture, beaucoup de rayons, plein de livres, mais peut-être que vous ne savez pas qu'il y a, en fait, en bas, il y a 5 basements, 5 sous-terres, plein de choses remarquables, bien sûr, des choses vraiment fascinantes. C'est comme les Batcaves dans Batman, c'est vraiment comme ça. C'est incroyable à voir. Et en plus, bien sûr, il y a trop de choses. Chaque année, on peut voir, il y a 150 millions de choses imprimées. Et en plus, il y a une sorte de fortress of solitude, une sorte de fortress c'est au nord de l'Angleterre, qui est maintenu presque complètement robotique. Et c'est là que toutes les autres choses sont disponibles, mais pas de monde, voilà, pas accessible directement. Et voilà. Et je montre aussi parce que, comme vous savez, le British Library, c'est pas le même British Library que dans le Marc Jaune, ou dans le Night of the Demon. C'est un film d'horreur classique des années 50 qui est basé, il y a une scène dans le British Library, très connu avec ses grandes dômes. Tu peux voir dans cette case-là, par exemple, de Jacobs, comment c'est ça. Ça était le British Library, mais avant 1973, c'est une partie dans le British Museum, le Grand British Museum,
Mais depuis, ça a bougé bien pour cette nouvelle bâtiment. Je pense que c'est le bâtiment le plus grand construit en bricks, en briques, voilà, en Europe. Parce que c'est vraiment un bâtiment incroyable. Voilà. Et oui, voilà, oui. Nous avons, je explique aussi que nous avons choisi un filtre et un focus pour cette expo, parce que bien sûr, avec expo sur un opus, un corpus énorme, comme la bande dessinée en Angleterre, en Royaume-Uni, nous ne voulions pas faire un expo un peu pour les enfants, pour les familles, un peu gentil et charmante et nostalgique. Je me souviens, la bande dessinée de mes enfances. Tout ça, c'est un peu pour nous, ça ne nous intéresse pas beaucoup parce que nous voulons montrer que la bande dessinée est quelque chose de vivant, quelque provocateur, quelquefois l'objet de scandales, de controverses, parce qu'il a fait des challenges contre le status quo, contre le gouvernement, contre l'autoritarisme, par exemple. C'est vraiment un espace un peu libre, un peu provocateur et dangereux, en fait. Et ainsi, nous avons établi quelques bouts pour cette expo, cet objectif. Bien sûr, pour focaliser, nous concentrons sur les créations, les créateurs en anglais, bien sûr, basés ici, mais quelquefois, bien sûr, il y a des créateurs qui travaillent surtout pour le marché américain. J'ai rencontré plusieurs gens ici pendant mes visites à Angoulême qui disent « Oh, vous avez le bande dessinée vraiment en Angleterre ?» Parce qu'il y a des gens qui pensent que tous nos Anglais, les roast beef, créateurs, travaillent seulement pour le Mighty Dollar à New York. Oui, il a toujours créé toutes les histoires connues de Watchmen, ou de Preacher, ou Hellblazer, par exemple. Mais ça, c'est pas seulement vrai. Nous avons une grande histoire et une grande actualité aussi de création dans la bande dessinée anglaise. En plus, nous voulions se plonger le public. Vous voyez le mot sédition, je pense que c'est vraiment en français. Sédition, ça veut dire quelque chose de dangereux, quelque chose politiquement. Et bien sûr, avec ça, nous avons introduit, nous avons inclure des bandes dessinées underground, créées spécifiquement pour les adultes. Et aussi, bien sûr, le grand public ne comprend pas comment se fait un bande dessinée. Je pense que c'est peut-être comme un saucisson, ça sortir d'une machine, tu peux pousser un boudin. Voilà, on va dire ça pareil. Il pense peut-être que un dessinateur, il commence en haut à gauche, il remplit une page et une deuxième, une troisième, comme ça. Il ne comprend pas du tout comment ça s'appelle. Nous voulions démystifier ce process et démontrer, par exemple, nous avons montré des scripts, layout, les esquisses, des choses préparatoires, et aussi bien sûr les planches originales finies. Mais vous devez comprendre que les expériences, c'est bien sûr sur la collection de la British Library, ainsi la plupart des choses sont des choses imprimées, sont les livres, les revues, les journaux, choses comme ça. Et la British Library ne collectionne pas la planche originale. Il y a d'autres petits espaces, musées et collections, mais pas exactement comme par exemple ici avec le site du musée de la bande dessinée ici en Angoulême. Nous n'avons pas malheureusement un musée dédié à la bande dessinée spécifiquement. Voilà. En plus, nous voulions encourager la nouvelle génération de créateurs. En fait, moi et John Dunning, John Harris Dunning, nous avons créé ce mot, je ne sais pas, désobéissance créative. Nous pensons qu'il y a un danger surtout maintenant, nous pensions, surtout en Angleterre, que les jeunes créateurs aiment faire des choses un peu jolies, un peu légères, un peu, pas vraiment engagées ou enragées. Et nous voulions stimuler un peu une sorte de nouvelle underground, une nouvelle
agression dans la version anglophone actuelle. Voilà, Call to Arms. Et en plus, bien sûr, c'est une promotion pour le British Library parce qu'ils ont tous ces bonnes lignes, mais beaucoup de gens ne savent rien sur ça. Ils ne pensent pas qu'ils pourraient en fait explorer, ils pourraient demander pour voir des choses classiques et vraiment obscures, difficiles à trouver dans d'autres collections. C'est tout à fait disponible. Vous n'avez pas besoin d'être un grand académique ou quelque chose comme ça. C'est ouvert à tout. C'est vraiment un espace grand public. Et vous pouvez explorer vos propres intérêts de recherche dans le British Library. Voilà, ça c'est un sorte de diagramme qui explique que nous sommes. Je suis là. Je pense que nous avons eu un curateur extra. Je pense peut-être que le British Library se méfie un peu, que nous sommes les deux geeks for hire et que nous montrons des choses trop difficiles. Ainsi, nous avons trouvé quelqu'un qui vraiment s'intéresse beaucoup à la bande dessinée et ensemble, nous avons exploré tous les espaces. Et avec ça, il y a toute une équipe de création des gens qui travaillent dans le musée, mais aussi dans le British Library, mais aussi nous avons eu par exemple Dave McKean, qui est reconnu comme il a fait la scénographie, l'artistic director. Et aussi par exemple pour l'affiche, je vous montre bientôt Jerry Hewlett, qui est très connu pour Gorillaz et Tank Girl. C'est lui qui est parmi l'équipe, nous avons et ça, tout ça, vraiment, ça bouleverse le système normal des expos au British Library par rapport à curateur extérieur, freelance et aussi tous ces changements. Et c'est vraiment un système vraiment complexe. Pour moi, et Jean, c'est une nouvelle expérience parce que c'est pour travailler avec un institut vraiment public, vraiment high profile. Je vous explique un peu plus comment ça marche. Voilà, ça c'est les espaces de collection. On fait maintenant, il y a là pour le Colindale parce que ça c'était le lieu pour les grandes archives de journaux, les journaux quotidiennes, ils ont des volumes énormes de toutes ces choses depuis le 18e siècle. Mais ils ont vendu cet espace et tout est bougé à cette fortress de solitude scientifique. C'est né de Leeds, c'est au nord de l'Angleterre. Et en plus, bien sûr, à Saint-Pancras, il y a tous ces basements, plein de choses à explorer. Et en fait, nous avons vraiment besoin d'un guide intérieur parce que nous pourrons demander. Avez-vous ça? Vous avez cette chose? Nous n'avons jamais vu cette chose. Vous avez ça? Et oui, mais quelque part, nous pourrons vous trouver pour vous. Et après, pour chaque semaine, nous avons demandé à voir des choses, explorer la collection. Ils ont trouvé des choses vraiment facilement, jamais exposées avant. La plupart du temps, probablement jamais lu depuis le dépôt, par exemple dans le 19e siècle, par exemple. Voilà. Et juste remarquable, c'est que la plupart de la collection de la bande dessinée à Soulevé est cataloguée, mais il reste toujours des choses seulement cataloguées par les petits fichiers comme ça, pas exactement ordinateur. Et ils ne savent pas exactement tous les détails, mais avec nos assistances, nous avons ajouté un peu de cataloguing de toute la collection de la British Library. Et en plus, nous avons prêté des choses d'autres collections, d'autres musées. Il y a un archive à l'Université de Kent qui a un centre pour la recherche surtout sujet de la dessin d'humeur, le dessin politique, pas exactement la bande dessinée, mais quelquefois. Aussi, il y a par exemple le V&A, le Toronto Museum, des choses intéressantes, et bien sûr aussi directement, beaucoup d'écrivains, dessinateurs de bande dessinée, ils ont loué le choses secrètes, le projet de bande dessinée. Voilà.
Et en plus, nous avons eu la chance de voir Jamie Hewlett. Il s'intéresse beaucoup à cette expo. Il a fait, et ça c'est un premier esquisse pour l'affiche. Et ça a devenu cette scène. Et enfin, ça c'est la version pour l'affiche. Et ça c'est une sorte de petite séquence. C'est devenu une petite bande dessinée. Ça c'est bien sûr avant, ça c'est après. Et bien sûr, c'est un peu provocateur, je pense, comme affiche, parce que c'est une femme un peu dangereuse. Et l'histoire un peu, c'est qu'au bas, il y a cet super-héros qui est vraiment une sorte de Captain America, qui est knocked out parce que ce personnage, en fait, elle apporte un knuckle duster sur son gant pour faire voilà, comme ça. Et après, les deux autres super-héros un peu stupides reviennent et ils sont vraiment il est furieux parce que son ami est battu par cette femme mystérieuse. Et en bas, vous pouvez peut-être voir un peu, il y a le tour du hôtel Saint-Pancras qui est un symbole de cette version. Voilà, ça c'est Jimmy qui a fait ça. Et en plus, il y a un bouquin. Pour moi, c'est vraiment difficile à créer une expo en même temps que nous créons un bouquin. Je n'ai jamais pu faire ce double travail. Mais c'est vraiment excitant pour avoir un bouquin complet pour accompagner. Ce n'est pas exactement un catalogue, c'est un bouquin séparé qui marche sans expo. Et dans le grand foyer de British Library, ils ont fait un agrandissement énorme en affiche pour promouvoir l'expo. Et la chose intéressante, c'est que Jamie Hewlett est bien sûr un artiste très connu en Angleterre. Il a fait surtout pour Gorillaz maintenant avec Damon Albarn. Et quand le département de presse a annoncé que oui, Jamie Hewlett a créé un nouveau personnage pour représenter la bande dessinée en britannique. Nous avons eu beaucoup de publications, de BBC, toutes ces choses. Et la chose, c'est que la femme qui dirige la publicité m'a dit que nous avons eu plus de publicité avant l'ouverture de l'expo que pour les autres expos, pendant toute la durée des autres expos. C'était déjà vraiment anticipé. Elle m'a dit que nous avons parlé, par exemple, des journaux, choses comme ça, des journalistes. Et elle a dit, oui, c'est le British Library, nous faisons une expo de comics. Et parce que tout c'est, oh, fabuleux, oui, nous faisons quelque chose important. Il y a beaucoup de support pour ce projet. C'est le surpris, c'est aussi vraiment bienvenu par les médias. Et en plus, nous avons travaillé avec une entreprise japonaise, en fait, c'est basé à Tokyo, mais c'est un ami anglais qui dirige ça, qui s'appelle Sequential. Sequential, peut-être que vous avez entendu parler de Comixology. Comixology, c'est un système pour lire vos bandes dessinées sur votre iPad ou votre tablette. Mais ça, c'est une sorte une autre version de ce système. Mais Sequential focus spécifiquement sur les romans graphiques et ne s'intéresse pas, par exemple, au She-Hulk ou Batman ou Superman. Il ne s'intéresse pas à la super-héros. Il veut promouvoir un bande dessinée plus adulte, plus littéraire. Et c'est eux qui ont fait un sample, une anthologie digitale, aussi avec Sequential dans l'expo. Vous pouvez voir, nous avons eu des iPads dans toute l'expo, parce que bien sûr, nous pouvons montrer seulement un double page d'un grand volume de choses et d'une histoire, mais avec l'iPad, tu peux lire les autres pages pour compléter votre lecture, compréhension de ce que tu manges. Et avec McKean, il a fait des idées pour l'espace. L'espace, c'est un peu compliqué parce que tu peux peut-être voir un peu ici par les images, c'est un peu fuzzy, anyway. Mais l'espace, ça devient un espace vraiment haut ici. Il y a beaucoup de hauteur. Et à cause de ça, Benjamin a pensé à faire une sorte de rouleau ou une sorte de banderole ou un strip, on peut laisser bien sûr, qui peut circuler dans cet espace énorme
au lieu de l'expo plus à échelle humaine. Et c'est devenu vraiment quelque chose de spectaculaire, comme vous l'avez. Et aussi, je vous explique que pour créer une sorte de système, nous avons choisi 6 thèmes. Nous avons eu une dizaine pour commencer, mais nous avons distillé pour créer 7 focus. Et je vous explique tout ça dans un moment. Mais il y a une sorte de système. Et chacun, c'est une sorte de mini-exposition. Nous avons fait, il y a une métaphore de scénographie pour chaque expo qui correspond à l'atmosphère, à la question, les débats dans chaque section. Et tu vois en fait que nous avons une section sur la sexe, sur l'érotisme, et ça c'est quelque chose que nous voulions inclure parce qu'il y a en fait le British Library a une collection de pornographie énorme aussi, mais bien sûr il y a un accès restrictif de cette collection. Et parmi ça il y a des génies de bande dessinée érotique. Et c'est à cause de ça que pour la première fois jamais le British Library a ajouté un avertissement PG-16, guidance parentale, si moins de 16 ans pour cette expo. C'est possible de visiter l'expo et si vous voulez, les parents viennent, nous avons les abattis et avec en famille, ils peuvent éviter cette section et voyager directement vers la prochaine section. Mais nous voulions vraiment montrer que la bande dessinée peut adresser au sujet adulte et érotique. Voilà. C'est vraiment toujours pas typique pour la British Library. Et pour commencer, nous avons dans l'entrée, nous voulions au commencement, nous voulions montrer des commentaires sur la bande dessinée, positifs et négatifs. Par exemple, ça c'est le poète William Wordsworth qui est bien sûr connu, mais en même temps nous avons des choses positives et aussi vraiment négatives sur la bande dessinée pour créer une sorte de débat et aussi pour que les visiteurs, le public peut questionner comment parce que nous savons que nous aurons des visiteurs pas spécialistes, pas fanats peut-être comme vous, mais qui se méfient de la bande dessinée, qui peut-être sera un peu choqué que la bande dessinée peut être quelque chose pas seulement enfantine, juvénile, par exemple. Et ça, c'est un de mes favoris, c'est le fait chilien Jodorowsky, Kill Super, Tell Your Own Dreams, racontez vos propres rêves. Ouais. Et ça, c'est montré. Et McKean a eu l'idée de créer une sorte de case, un peu comme ça, où vous pouvez entrer dans le monde dessinée, dans le monde de bande dessinée, et en même temps, il y a cet personnage que vous reconnaissez, qui porte la casquette de V for Vendetta, je viens de ça, et ça c'est l'escalier qui de l'entrée, et là tu peux voir comme j'ai dit ici, c'est une sorte de bande dessinée, non? C'est une sorte de rouleau de papier, je parle aussi au synapse, je pense qu'il y a le mot dans notre cerveau, oui, c'est un peu comme ça, parce qu'il y a un système, et chaque bande correspond à la 6 sections de l'expo. C'est une sorte de lien entre tous les deux. Et donc, sur ça, McKean a créé des projections qui changent, c'est pas vraiment un récit, mais c'est des images thématiques, des styles de, par exemple, des mouths, yes, ou des yeux, ou des mains dessinées en plusieurs styles pour démontrer la diversité de styles dans la bande dessinée. Et tu peux voir un peu ici, ça c'est la première section, mais tu peux voir déjà le troisième, ça c'est la section sur les politiques, mais chacun a sa propre approche de scénographie et des espaces, aussi bien sûr les couleurs qui aident à identifier chaque section. Et la première section, ça veut dire, le titre c'est Mischief et Mayhem.
c'est un peu bête et méchant, peut-être dans l'esprit. Et nous avons commencé avec un personnage pas exactement anglais, mais qui est devenu vraiment anglais, qui est Mr. Punch. Punch est à l'origine bien sûr quelque chose d'italien, comme Pulcinella. Ça a commencé bien sûr à Londres, par exemple, comme les spectacles de poupées dans la rue, vraiment violente, vraiment anarchique. En fait, Monsieur Punch est devenu aussi, Punch est devenu le titre d'un hebdomadaire très, très connu de dessin d'humeur depuis 1841. Et après, ça a commencé comme un hebdo vraiment subversif, mais ça a devenu un peu plus tranquille, un peu plus accepté par la société, par les niveaux plus respectueux, voilà, respectable. Mais ça, c'est une sculpture de M. Punch. Ça, c'est en fait le page de garde, ou le page de titre de la première volume, version de la première année. Et tu peux voir peut-être que voilà, ça c'est M. Punch qui en fait pendu. En fait, le diable là est pendu par M. Punch. Parce que les choses c'est incroyable de M. Punch, c'est vraiment une force de chaos, une force anarchique. Et c'est impossible. Il tue la mort, il tue le diable. Il est vraiment plus puissant que toutes ces forces. Voilà. Mais ici, bien sûr, il est beaucoup plus respectable, beaucoup plus BCBG un peu, et les portes sont vêtements élégants. Et ça, il reste toujours un peu. Il a toujours dans ses yeux un peu de mischief, oui, un peu de méchanceté. Oui. Mais ça reflète aussi comment, quand j'ai devenu un peu trop moins subversif et beaucoup plus accepté. Mais en même temps, nous avons découvert que M. Punch a apparu, il n'a pas apparu dans beaucoup de bandes dessinées, dans Punch, mais ça, c'est un autre titre qui s'appelle Toby. Toby, ça, c'est le nom du chien de Mr. Punch, parce que pendant le spectacle de performance avec des poupées, il y a bien sûr Punch et Judy c'est sa femme, mais aussi il y a, ça c'est des poupées bien sûr, mais en plus il y a un chien vivant qui fait des petites tricks, des petites choses en extra. Toby est devenu un revue mensuel pour la famille, et dans ça il y a plusieurs bandes dessinées sur les aventures de M. Punch. Comme ça. C'est la découverte, c'est pas vraiment documenté avant. Et bien sûr, nous avons aussi montré que M. Punch est devenu aussi le sujet d'un roman graphique par Gaiman et Keane, et c'est là que la vraie puissance et le noirceur de choses un peu complexes, bien sûr dans le personnage de M. Punch et sa famille, ça vient dans la bande dessinée comme un roman graphique. Et donc ça, c'est très intéressant avec cette bande, c'est que nous avons montré aussi un peu les sculptures, les maquettes, les choses faites en 3D par Keane, aussi la planche originale dans ça. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une histoire, une sorte autofictionnelle, pas exactement autobiographique, de Gaiman, au sujet d'une crise dans une famille où le grand-père travaille comme professeur, ça c'est le nom pour les gens qui font toutes les performances de Punch and Judy. Et bien sûr, l'histoire violente, vraiment violente. Comme vous savez peut-être que M. Punch, il a battu sa femme, il a tué son bébé. C'est vraiment pas un bon modèle pour les enfants. Il y a une sorte de réflexion de cette violence dans la vie réelle de ce personnage, de ce caractère dans cette roman graphique. Et moi, je me souviens, comme beaucoup de jeunes Anglais, que quand nous avons eu les vacances
à la mer, oui, à la mer, seaside. Oui. Nos parents souvent disent, oh voilà, il y a un Punch and Judy show. Nous vous laissons là pour une heure, une demi-heure. Ça sera très joli. Et, mais nous étions traumatisés par ça. C'est choquant. Je ne sais pas si les parents comprennent que c'est vraiment des choses un peu difficiles. Oui, pour... C'est plus violent que l'ignorance. Pardon? C'est plus violent que Oui, l'ignorance. oui, exactement. Oui.